Ça, c'est la dernière séquence du cours sur les structures de données. C'est d'une importance capitale parce que, en fait, toutes les structures de données qui restent, c'est-à-dire les listes chaînées, les piles, les fils, sont basées sur les pointeurs. C'est pour cela que j'ai jugé nécessaire de faire une présentation vraiment détaillée sur les pointeurs et les listes chaînées. Et du coup, si vous comprenez l'ensemble de ces concepts-là, vous serez en mesure de comprendre les autres concepts que vous allez apprendre vous-même, à savoir les piles, je vais les écrire, les piles et les fils, communément appelés les files d'attente. D'accord? Alors, les pointeurs. Pour comprendre les pointeurs, nous allons faire un rappel sur la notion de variable que vous connaissez déjà. Les programmes que vous avez écrits jusque-là, quand vous démarrez un programme, vous faites des déclarations de variables. Ce sont les variables que vous allez utiliser en fait dans les instructions que vous allez mettre dans votre programme. Comme par exemple les déclarations suivantes. Variable X de type entier, c'est que quand le compilateur va rencontrer l'identificateur X, il saura déjà que X est de type entier. Et le programmeur aura la possibilité d'utiliser la variable X dans des instructions qui sont possibles avec les entiers. S de type caractère, c'est pour déclarer une variable de type caractère dont l'identificateur est égal à S. Toute variable manipulée dans un programme est stockée quelque part en mémoire centrale. Alors, je m'explique. Jusque-là, vous écrivez des programmes sans pour autant vous soucier des ressources de la machine. Quand je parle des ressources de la machine, je parle de la mémoire centrale, je parle du disque dur et du processeur. Le processeur, c'est l'unité de traitement qui permet d'exécuter l'ensemble des instructions que vous mettez dans votre programme. La mémoire, les mémoires centrales ou bien disques permettent de stocker de manière temporaire ou bien de manière définitive l'ensemble des données qui se trouvent dans votre logiciel, application ou bien programme de manière beaucoup plus précise. D'accord? Donc jusque-là, les programmes que vous avez écrits, vous les avez écrits en ne tenant pas compte de ces différentes ressources-là. Maintenant que vous êtes passé à un niveau supérieur, vous savez écrire des programmes, vous savez raisonner en fait, découper un problème en problème de moindre complexité, informatiser quelque chose. Donc là, vous allez passer à un niveau supérieur pour pouvoir optimiser l'ensemble des ressources de la machine. Les pointeurs, c'est un premier niveau d'optimisation. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, à partir de maintenant, quand vous allez écrire vos programmes, vous aurez la possibilité d'utiliser des variables qui sont qualifiées de variables dynamiques qui permettent d'être allouées au cours de son utilisation et de pouvoir les libérer quand vous n'en avez plus besoin au niveau du programme. C'est ça qu'on appelle variable dynamique. Donc jusque-là, toutes les variables qui sont manipulées au niveau des programmes sont stockées quelques mois dans la mémoire centrale. Je représente ici la mémoire centrale. X de type entier pointe vers une case de la mémoire centrale.
Mais ces variables, en réalité, peuvent être classées en deux catégories. Il existe deux types de variables. Les variables statiques et les variables dynamiques. Qu'est-ce qu'une variable statique et qu'est-ce qu'une variable dynamique? Alors, les variables statiques, ce sont les variables que vous utilisez actuellement dans vos programmes. X de type entier, Y de type réel, etc. Quelle est sa particularité? Sa particularité, en fait, c'est quoi? La place réservée en mémoire pour une variable statique ne change pas au cours de l'exécution du programme. Pour une très grande application, si vous déclarez 1500 variables statiques, ces 1500 variables statiques-là vont exister jusqu'à la fin de l'exécution de l'application. D'accord? Dans ce cas, il y a des risques. Le risque, c'est quoi? Vous déclarez un trop grand nombre de variables. Ces variables vont exister jusqu'à la fin de l'exécution de votre programme. Il y en a qui sont utilisées, il y en a qui ne sont pas utilisées dans des instructions. Ce sera un gaspillage de place. C'est pour cela que j'ai écrit ici, si l'espace mémoire réservé est plus grande que celle qui est effectivement utilisée par le programme, cela peut entraîner un gaspillage de place. Ça, tout le monde le comprend. D'un autre côté, si l'espace mémoire réservé est trop petit, il faut alors que le programme prenne en compte le débordement. Vous déclarez 10 variables alors qu'en réalité, vous avez besoin de 15 variables. L'espace que vous avez réservé est beaucoup trop petit, il y aura manque de place. Donc, les risques d'utilisation des variables statiques, il y en a deux ici qu'on peut identifier. Un premier risque, c'est de réserver une très grande place qui peut amener vers des gaspillages si cette place-là n'est pas utilisée. Ou bien réserver un espace trop petit et après se retrouver avec des problèmes de manque de place. Pour remédier à cela, on utilise ce qu'on appelle des variables dynamiques. Ou bien, en termes informatiques, c'est ce qu'on appelle des pointeurs. Les pointeurs, c'est quoi? En fait, les variables statiques qui sont déclarées au niveau des programmes ont chacune une adresse au niveau de la mémoire. Chaque variable a un identificateur, une valeur et une adresse. Donc, pour retrouver une variable au niveau de la mémoire, il faut connaître son adresse ou bien sa valeur. Pour des raisons de lisibilité, on désigne souvent les variables par des identificateurs et non pas par leur adresse. C'est le compilateur qui fait alors le lien entre l'identificateur de la variable et son adresse en mémoire. Vous, quand vous déclarez des variables au niveau du programme, vous ne vous souciez pas en fait de l'adresse de cette variable au niveau de la mémoire. Mais on sait que chaque variable qui est utilisée dans le programme a une adresse. C'est le compilateur en réalité qui fait alors le lien entre l'identificateur de la variable x de type entier et son adresse au niveau de la mémoire. Maintenant, pour manipuler une variable avec son adresse, on va utiliser ce qu'on appelle les pointeurs. Les pointeurs, c'est quoi?
Alors, regardez cette représentation. Ici, j'ai déclaré A de type entier. À A, je lui affecte la valeur 10. Voici sa représentation au niveau de la mémoire. A, sa case mémoire qui est là. Dès que je fais une affectation, je lui attribue la valeur 10. 10 est inscrit au niveau de la mémoire. Quelle est l'adresse de A? C'est 1E06. Vous voyez, c'est difficile à retenir. Donc, le plus simple, c'est de manipuler la variable à l'aide de son identificateur ici appelé A. Au lieu de manipuler la variable à l'aide de son adresse, on manipule la variable à l'aide de son identificateur. L'identificateur A, ici, on lui attribue la valeur 10. Donc, dans la mémoire, on inscrit la valeur 10 pour la variable A. Et cette opération, c'est ce qu'on appelle l'adressage direct. Dans l'adressage direct, l'accès au contenu d'une variable se fait via le nom de la variable ou bien son identificateur. Qui parle d'adressage direct parle d'adressage indirect. Dans le cas de l'adressage indirect, maintenant, l'accès au contenu de la variable se fait via un pointeur qui renferme l'adresse de la variable. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous ne voulons pas ou nous ne pouvons pas utiliser le nom de la variable A, nous pouvons copier l'adresse de cette variable dans une variable spéciale appelée pointeur. Le pointeur va sauvegarder l'adresse de la mémoire, tandis que la variable statique, l'identificateur, permettra de stocker la valeur de la variable. Alors, regardez. Ici, on est toujours dans la déclaration précédente. A de type entier. À A, on lui affecte la valeur 10. 10 est là. La case mémoire affectée à la variable A pour adresse 5C26. Si on déclare un pointeur P qui permet de sauvegarder l'adresse de la variable A, voici P. Donc, la valeur de P, ce sera l'adresse de la variable A. Donc, ici, quand vous déclarez une variable, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? La variable A une valeur. Ici, c'est égal à 10 et elle a une adresse. Pour manipuler la variable A, on peut soit passer par sa valeur, c'est ça qu'on appelle adressage direct, ou bien passer par son adresse à l'aide d'un pointeur, c'est ça qu'on appelle adressage indirect. Dans le cas de l'adressage direct, on manipule la variable par l'intermédiaire de sa valeur. C'est ce que vous avez fait dans vos programmes jusque-là. Vous déclarez une variable et vous manipulez la variable à l'aide de sa valeur. Une autre manière de manipuler une variable consiste à manipuler l'adresse directe de la variable. Ici, dès qu'on a déclaré la variable A, son adresse qui lui a été affectée est égale à cette valeur. Pour pouvoir manipuler la variable à l'aide de son adresse, nous avons déclaré un pointeur P dont la valeur en réalité est la valeur de l'adresse de la variable A. Quelle est l'utilité de tout ceci? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Ce pointeur P est ce qu'on appelle une variable dynamique. Quelle est l'utilité des pointeurs? Les pointeurs vont permettre de faire quoi? Dans un premier temps,
d'allouer de l'espace mémoire au fur et à mesure des besoins dans la limite de l'espace disponible. Nous n'allons pas allouer de l'espace à une machine qui a juste 5 gigas de RAM et on veut allouer 14 gigas de RAM. C'est pour cela que j'ai mis dans la limite de l'espace disponible. Les variables dynamiques appelées pointeurs vont permettre, dans un premier temps, d'allouer de l'espace mémoire au fur et à mesure des besoins, mais dans la limite de l'espace disponible. Si vous n'avez plus besoin du pointeur, vous avez la possibilité de le libérer. Libérer de l'espace permet de pouvoir déclarer d'autres variables et utiliser cet espace-là pour les nouvelles variables. C'est ça qu'on appelle l'optimisation de la mémoire. Avec les pointeurs, vous avez la possibilité d'allouer de l'espace, utiliser ces variables-là. Quand vous avez terminé, vous libérez l'espace. Ce qu'on faisait jusque-là, les variables statiques déclarées au début du programme existent jusqu'à la fin du programme. Alors qu'avec les variables dynamiques, les pointeurs, vous avez la possibilité d'allouer, utiliser. Si vous n'avez plus besoin de ces variables-là, vous les libérez et il y a la mémoire qui reste pour les autres variables à utiliser par d'autres programmes ou bien d'autres applications qui s'exécutent au niveau de la machine. Qu'est-ce qu'un pointeur? Un pointeur est une variable dont la valeur est égale à l'adresse d'un autre objet, comme le montre le schéma précédent. Un pointeur est une variable dont la valeur est égale à l'adresse d'une autre variable. C'est une variable dont la valeur est égale à l'adresse d'une autre variable, d'un autre objet. Au lieu de manipuler la variable avec sa valeur, cette fois-ci, nous allons apprendre comment manipuler une variable à l'aide de son adresse par l'intermédiaire des pointeurs. Importance des pointeurs. Programme plus efficace, comme vous optimisez la mémoire, et utilisation de nouvelles structures de données, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Les listes chaînées, les piles et les fils, qui sont des structures de données basées sur les pointeurs. Pour pouvoir utiliser les listes chaînées, les piles et les fils, il faudra comprendre la notion de pointeur et comment manipuler les pointeurs. C'est bon? Comment on déclare un pointeur? Nom du pointeur, étoile, type. Le nom d'un pointeur est un identificateur. Vous connaissez ce que c'est qu'un identificateur? C'est une chaîne alphanumérique qui commence par une lettre n'ayant pas d'espace. Le type de la variable pointée, entier, réel, caractère. D'accord? Vous mettez ici le nom du pointeur, étoile, vous spécifiez le type. Pour montrer qu'une variable est un pointeur, on utilise cet opérateur. Et cet opérateur va permettre de faire quoi? Va permettre d'accéder à la variable de l'objet pointé. Cela veut dire quoi? Si P est un pointeur vers un entier, étoile P désigne la valeur de I. Si P est un pointeur vers un entier I, étoile P désigne la valeur de I.
Et pour obtenir l'adresse d'une variable, on utilise l'opérateur et commercial précédant le nom de la variable. Voici comment on déclare un pointeur. Pour mieux comprendre, voici un exemple. Variable. P est un pointeur vers un entier. C'est cet opérateur-là qui nous montre que c'est un pointeur. Alors, I est un entier. Pour dire dans le programme que P est un pointeur vers la variable I, on fait cette affectation. À P, je lui affecte l'adresse de I. Cela signifie quoi? Que le pointeur P pointe vers la variable I. Le pointeur P, qui est un pointeur sur un entier, pointe vers l'entier I. Le pointeur et la variable pointée doivent être du même type. Cela veut dire quoi? Si vous mettez P est un pointeur vers un entier et I de type caractère, cette affectation n'est pas possible. Le pointeur et la variable pointée doivent être du même type. Donc, dès lors qu'on fait cette affectation, à P, je lui affecte l'adresse de I. Cela veut dire que P pointe vers la variable I. Et cela correspond à quoi? Étoile P désigne la valeur de I. Et P tout court désigne l'adresse de I. Dans le programme, quand vous utilisez étoile P à la suite de cette affectation, étoile P désigne la valeur de I. Et P tout court va désigner l'adresse de I. Un autre exemple qui est illustré par des images pour mieux comprendre. Ici, j'ai déclaré deux entiers, A et B. Et P un pointeur sur un entier. À A, je lui affecte la valeur 10. À B, on fait une affectation à la valeur 50. Voici la représentation au niveau de la mémoire. Je rappelle que là, on est en train de faire de la programmation, mais en manipulant la mémoire. Il faut que l'on comprenne ce qui se passe au niveau de la mémoire quand on écrit des instructions. Voici comment le pointeur se représente ici. On a juste fait la déclaration du pointeur vers un entier. Voici le pointeur. Ici, nous avons déclaré P, A et B, et à chacune des valeurs, voici comment ça se présente au niveau de la mémoire. Deux cases sont réservées respectivement pour A et B. Dans chaque case, nous mettons la valeur correspondante à l'affectation. A est égal à 10, voici le 10. B est égal à 50, voici le 50. Cette déclaration et ses affectations, à la suite de cela, voici l'état de la mémoire. Le pointeur a juste été déclaré, il n'y a pas encore d'affectation avec le pointeur. Par contre, il y a eu des affectations, des instructions avec les variables A et B, à qui on a respectivement affecté les valeurs 10 et 50. Voici l'état de leur case au niveau de la mémoire. Dans la case de A, on met la valeur 10. Dans la case de B, on met la valeur 50.
dès lors que cette affectation est effectuée. Maintenant, l'affectation suivante, P, on lui affecte l'adresse de A. Cela veut dire quoi? P pointe vers la variable l'entier A. Et voici comment ça se présente au niveau de la mémoire. Ici, P ne pointait pas vers une variable. Maintenant qu'on a écrit cette instruction, c'est pour indiquer que P pointe vers la variable A. P, on lui affecte l'adresse de A. Voici comment ça se présente au niveau de la mémoire. Donc, le pointeur P, qui est un pointeur vers un entier, quel entier? Voici l'information qui est donnée à la suite de cette affectation. En réalité, le pointeur P pointe vers l'entier A. Ensuite, B, on lui affecte étoile P. Étoile P, c'est quoi? Par rapport à ce qui a été dit ici. À quoi est égal étoile P? Donnez-moi la réponse. À quoi est égal étoile P? Regardez l'affectation et regardez les valeurs de A et de B. Réfléchissez. En se basant sur cet exemple, à quoi est égal étoile P? Non. Ce n'est ni 20 ni 50. Je me demande où est-ce que vous avez pris les 50. AB, je lui affecte. Maintenant, B n'est plus égal à 50. Maintenant, B est égal à étoile P. À quoi est égal étoile P? En sachant que P est un pointeur sur l'entier A. À quoi est égal A? A est bien égal à 10. Si P est égal à adresse de A, donc étoile P désigne la valeur de A qui est égale à 10 et P tout court désigne l'adresse de A. Regardez le schéma. P pointe vers A. A était égal à combien? À 10. Donc B n'est plus égal à 50, mais c'est égal à étoile P. Étoile qui est un pointeur vers la variable A qui est égal à 10. D'accord? Maintenant, étoile P, on lui affecte la valeur 20. Comme étoile P, c'est égal à A, donc A n'est plus égal à 10. Maintenant, c'est égal à combien? Quelle est la nouvelle valeur de A? Quelle est la nouvelle valeur de A? 20. Comme le pointeur. Très bien. Maintenant, A est égal à 20. A et B désignent le même emplacement mémoire. A et P désignent le même emplacement mémoire. Étoile P peut être utilisée partout où on peut écrire A. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Voici le pointeur
et voici l'entier sur lequel il pointe. Dès qu'on fait cette affectation, ça veut dire quoi? Étoile P désigne la valeur de I et P tout court désigne l'adresse de I. Comme ici, le pointeur est là, P, et l'entier 10. Qu'est-ce que ça équivaut? Étoile P et A désignent le même emplacement mémoire. Si ça désigne le même emplacement mémoire, donc étoile P désigne la valeur de A. Et P tout court désigne l'adresse de A. Ici, nous avons déclaré un pointeur P que nous allons manipuler par l'intermédiaire de la variable A. Un autre exemple. Regardez. Ici, j'ai déclaré X et Y de type entier et P un pointeur sur un entier. Je fais l'affectation suivante. À P, je lui affecte l'adresse de X. Qu'est-ce que cela veut dire? Que P pointe vers X. Si on devait reproduire notre schéma précédent, on allait mettre ici le pointeur avec la flèche qui pointe vers la variable X. D'accord? Ça correspond à quoi? Étoile P désigne quoi? Désigne quoi? C'est la valeur ou l'adresse de X? Étoile P désigne quoi? Désigne très bien la valeur de X. Et P tout court correspond à quoi? Désigne, bien évidemment, l'adresse de X, comme cela a été spécifié dans cette instruction. Du coup, regardez. Si étoile P est égale à X, si c'est la même chose, étoile P, c'est X. Quand on écrit cette affectation, Y, on lui affecte étoile P plus 1. Si étoile P est égale à X, donc partout où on pouvait écrire étoile P, on peut le remplacer par X. C'est équivalent à Y égale X plus 1. J'ai tout simplement remplacé étoile P par X. C'est pour vous faire comprendre que quand on utilise un pointeur, dès que vous mettez l'opérateur étoile, c'est pour accéder à la valeur. Et le pointeur, tout simplement, c'est pour accéder à l'adresse. Étoile, le pointeur correspond à la valeur. Le pointeur tout court correspond à l'adresse. Voici ce qu'il y a à retenir. Même chose, regardez. Étoile P est égal à étoile P plus 10. Cela équivaut à écrire X égale X plus 10. C'est bon? En résumé, regardez le schéma. Si P est un pointeur vers la variable A, cela veut dire quoi? A désigne le contenu de A, ça tout le monde le sait. Et A désigne l'adresse de A. P tout court désigne l'adresse de A. Étoile P désigne le contenu
de A. J'ai un pointeur P qui pointe vers la variable A. Voici ce que ça implique. A et étoile P désignent le contenu de A. Si vous mettez A tout court ou bien étoile P dans votre programme, c'est le contenu. Et A et P tout court désignent l'adresse. Mais n'oubliez pas, et P désigne l'adresse de P. Quand vous voulez accéder à l'adresse d'une variable, c'est avec ce signe-là. Étoile A est illégale. C'est incorrect, puisque A n'est pas un pointeur. Ça, c'est évident. Donc, dans le programme, si vous déclarez un pointeur qui pointe vers un entier, le nom du pointeur tout court désigne l'adresse de la variable. Étoile, le pointeur désigne le contenu de la variable pointée. Oui, contenu est égal à valeur, c'est exactement la même chose. P qui pointe vers A, P tout court désigne l'adresse de A et étoile P désigne le contenu ou la valeur de A. Des questions? Des questions? P seulement peut être pointeur. P, c'est un identificateur quelconque que j'ai utilisé pour désigner un pointeur. D'accord? Mais un identificateur, c'est une chaîne alphanumérique. Vous pouvez utiliser Sénégal, Dakar, université, tout ce que vous voulez. OK.
On continue. Maintenant, nous allons voir une remarque, le pointeur nul. Dans cet exemple-là, le pointeur pointe sur une variable. Un pointeur peut pointer nulle part. Ça, on le verra ultérieurement au niveau des listes chaînées. Pour indiquer qu'un pointeur pointe nulle part, on utilise l'identificateur nil. Vous affectez au pointeur l'identificateur nil. On va y revenir au niveau des listes chaînées. Maintenant, les pointeurs et les tableaux. Nous avons vu les tableaux au début de ce cours-là. Après avoir compris ce que c'est qu'un pointeur, on peut dire ceci. Chaque opération avec des indices de tableau peut être exprimée à l'aide de pointeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous déclariez, par exemple, A est un tableau de 1 à 10 entiers. Voici un tableau de 10 entiers. Dès que cette déclaration est effectuée, qu'est-ce que ça signifie en réalité au niveau de la mémoire? Là, on parle que de mémoire de l'ordinateur. Le nom du tableau, en réalité, à tout court, pointe sur le premier élément du tableau. Dès que vous faites cette déclaration, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire? Au niveau de la mémoire, le tableau est dessiné et le nom du tableau est mis juste à côté du premier élément du tableau. Cela veut dire quoi? Le nom du tableau pointe par défaut sur le premier élément du tableau. D'accord? Voici ce qui se passe quand vous déclariez un tableau. Vous voyez comment les choses changent en fonction de l'évolution du cours. On déclarait un tableau sans se soucier en fait de ce qui se passe au niveau de la mémoire. Vous déclariez des variables sans se soucier de ce qui se passe au niveau de la mémoire. Alors, ici, quand on déclarait un tableau, ce qui se passait en réalité au niveau de la mémoire est que le nom du tableau tout court, ici A, dans cet exemple-là, pointe par défaut sur le premier élément du tableau. Donc, le nom du tableau, on peut dire qu'il représente en fait l'adresse de la première composante du tableau. Cela revient à dire quoi? Que l'adresse de la première composante et A de I et A sont une seule et même adresse. Si le nom du tableau tout court pointe sur le premier élément du tableau, donc A et A de 1 ont exactement la même adresse. Et maintenant, si vous déclarez un pointeur qui pointe sur le tableau, cela revient à dire quoi? Que P est égal à A est équivalent à quoi? Que P est égal à l'adresse de la première composante du tableau. P affecté à A, c'est-à-dire le pointeur P qui pointe vers le tableau A, est équivalent à écrire P est égal à l'adresse de la première composante du tableau. Dans la mesure où la première composante et le tableau lui-même, le nom du tableau, c'est exactement la même adresse. D'accord? Si P pointe sur une composante quelconque du tableau,
Alors, P plus 1 pointe sur la composante suivante. Ça, c'est évident. C'est pour vous montrer comment on manipule un tableau à l'aide d'un pointeur. P plus 1 pointe sur la composante suivante. Après l'instruction, P est égal à A. Ici, je me suis trompée, c'était une affectation en algorithme. Mais pour que P, on lui affecte A. Étoile P désigne le contenu de la première composante du tableau. A de 1. Étoile P plus 1 désigne le contenu de A de 2. Étoile P plus 2 désigne le contenu de A de 3, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Dès qu'on écrit étoile, c'est pour accéder au contenu. Dès qu'on utilise le et commercial, ce signe-là, c'est pour accéder à l'adresse. P pointe vers A, donc cela veut dire que étoile P désigne le contenu de la première composante du tableau A de 1. Étoile P plus 1, A de 2. Étoile P plus 2, A de 3. Étoile P plus 3, A de 4, etc., etc., jusqu'à atteindre la fin du tableau. En résumé, le tableau A tout court, si vous mettez A tout court, cela désigne l'adresse de la première composante du tableau, c'est-à-dire A de 1. A plus I désigne l'adresse de A de I plus 1. Quand on ajoute étoile, cela désigne quoi? Le contenu dans ce cas. Avec cette affectation P est égal à A, cela indique quoi? Que P pointe sur A de I, P plus I pointe sur A de I plus 1, étoile P plus I, comme vous le savez déjà, désigne le contenu de A de I plus 1. Là, je vous ai montré comment utiliser un pointeur avec une variable. Et maintenant, ici, comment utiliser un pointeur avec un tableau. Ce qu'il y a à retenir, le pointeur pointe vers le premier élément du tableau. À partir de là, vous pouvez manipuler chaque élément du tableau. Deuxième chose à retenir, dès que vous mettez étoile entre parenthèses, le nom du pointeur, cela désigne le contenu. Le nom du pointeur tout court désigne l'adresse. Donc, pour tous les tableaux que vous avez eu à déclarer, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la mémoire? Au niveau de la mémoire, le nom du tableau pointait en fait sur le premier élément du tableau. Donc, cela veut dire quoi? A désigne l'adresse du premier élément du tableau. Si on généralise, A plus I va désigner l'adresse de A de I plus 1. Et dès qu'on met étoile, A plus I, cela désigne le contenu de l'élément correspondant. Si on utilise un pointeur pour manipuler le tableau, comme cette affectation, P, on lui affecte A, cela veut dire que P pointe sur le tableau A.
Donc, P pointe sur le premier élément du tableau en vertu de cette déclaration-là. P plus I va pointer sur A de I plus 1, évidemment. Et étoile, P plus I va désigner, quant à lui, le contenu, non pas l'adresse, mais le contenu de A de I plus 1. Et voici le schéma que nous avons vu précédemment. P qui pointe vers le premier élément du tableau, qui est égal au nom du tableau. D'accord? Ça, c'est comment manipuler un pointeur avec un tableau. Maintenant, les tableaux de pointeurs. Ça, c'est exactement la même chose que les tableaux que nous avons vus lors de la première séquence. Tableau d'entier, tableau de réel, tableau de caractère, tableau de chaîne de caractère. Ici, on a un tableau contenant des pointeurs. Là-bas, ici, c'était comment manipuler un tableau à l'aide d'un pointeur, mais là, c'est un tableau de 1N, 2, étoile, type. Chaque élément du tableau, cette fois-ci, est un pointeur. Si N était égal à 10, nous allons avoir combien de pointeurs ici? 10 pointeurs. Si N est égal à 100, nous allons avoir un tableau composé de 100 pointeurs. Qu'est-ce qu'un tableau? C'est une collection d'éléments appartenant au même type. Ici, nous avons déclaré un tableau de pointeurs appartenant à ce type-là. Si par exemple, on met tableau de 1, 10, 2, étoile, entier, nous allons avoir un tableau avec 10 cases. Dans chaque case, c'est un pointeur vers un entier. C'est rare qu'on utilise des tableaux de pointeurs, mais il fallait que je vous montre que ça existe. Voici un exemple. T est un tableau de 10 pointeurs vers des valeurs de type entier. Tableau 1, 10, 2, étoile, entier. T est un tableau de 10 pointeurs vers des valeurs de type entier. Pour manipuler un tableau de pointeurs, vous allez vous référer au chapitre sur les tableaux, sur les manipulations possibles. Déterminer le minimum, le maximum, rechercher un élément, etc. Tout ce que vous voulez, toutes les manipulations possibles au niveau des tableaux. Vous pouvez les appliquer ici. Des questions? Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse digérer tout ça, comprendre ce que c'est qu'un pointeur, avant de passer sur les listes chaînées. Je voulais mettre le support de cours au niveau du forum, mais le fichier est un peu lourd. Je ne veux pas que ça prenne du temps si je passe par la DFIP. Je vais essayer quand même. Mais s'il y a un responsable de classe, je lui envoie ça par mail et il partage avec les autres.
D'accord? Que quelqu'un me donne son adresse mail, je lui envoie le support de cours qu'il va partager avec le reste du groupe. En même temps, je vais envoyer ça à la défi pour qu'on mette ça au niveau de la plateforme. J'ai essayé de le mettre au niveau du forum, mais c'est lourd. Alors, je vais l'envoyer à qui? Donnez-moi des adresses mail. Je vais envoyer ça. Allô, allô, vous êtes là? Donnez-moi votre adresse mail. Je vous l'envoie. Voilà. Voilà, c'est envoyé. Après, vous pouvez envoyer ça à vos camarades. D'accord? S'il n'y a pas de questions, on peut clôturer la séance. Il est convenu de faire la dernière séance le mardi à partir de 11 heures. D'accord? Mardi à partir de 11 heures, ne l'oubliez pas. Donc, révisez cette partie-là, les pointeurs, pour pouvoir aborder ensemble le mardi la partie qui concerne les listes chaînées. De toute façon, dans le support de cours, j'ai mis le reste. C'est bon pour tout le monde? Y a-t-il des questions? Des questions? Ok. Donc, à mardi. Et puis, bon courage à tous.